Ça y est, l'année 2023, elle est terminée. Alors pour certains, ça va être enfin, pour d'autres, ça va être déjà. On a un petit peu ce petit dilemme là qui se pose, mais en attendant, j'aimerais profiter de cette occasion pour qu'on récapitule un petit peu toutes les sorties hardware qu'on a eues cette année, avec leur impact positif ou négatif sur le marché. Et bien entendu, tout ça, c'est tout de suite après l'intro. C'est parti. Cette vidéo, j'aimerais justement qu'elle s'organise en deux parties, donc en deux vidéos distinctes. D'un côté, on va voir cette vidéo que vous êtes en train de regarder sur la chaîne d'overclocking.com, où on va aborder les sujets surtout matériels, en parlant assez large de certaines technologies. Et sur ma chaîne personnelle, je vais faire une deuxième vidéo un petit peu plus technique sur certains domaines, notamment l'intelligence artificielle, et on va voir en quoi ça a vraiment changé la donne sur pas mal de composants qu'on sous-estimait très fortement en début d'année. Et je vous proposerai du coup qu'on se retrouve sur ma chaîne pour découvrir tout ça. Et pourquoi pas justement que vous me donniez votre avis sur la question. En attendant, moi je vous donnerai le mien. Donc sur cette vidéo, on va surtout se retrouver pour des sorties hardware. Qu'est-ce qu'on a d'assez marquant déjà au niveau des composants principaux, que ce soit carte graphique, processeur ou carte mère. Au niveau des cartes graphiques, on a commencé cette année assez fort parce qu'on a eu la RTX 4070 Ti qui est arrivée. Elle a beaucoup fait parler d'elle, notamment parce que à la base elle était référencée comme une RTX 4092 Go. Les gens ont dit what the fuck, il y a déjà une 16 Go, vous faites une 12 Go qui est moins puissante. Voilà, là vous êtes content, ils l'ont appelé 4070 Ti. 12 Go, du coup là vous êtes heureux, et puis ça se trouve on entend déjà parler de certaines rumeurs d'une 4070 Ti super. Là vous vous dites merde, on aurait peut-être dû garder le nom 4080 parce que là c'est en train de partir en couille. C'est vous qui voyez, là en attendant ça peut vite partir en vrille avec des Ti super etc. Qu'on a eu justement cette carte qui selon moi est une excellente carte graphique autour de 1000 € pour ceux qui veulent commencer dans l'audiovisuel etc. Franchement, même si vous voulez vous faire plaisir dans d'excellentes conditions de jeu, c'est vraiment une carte qui est top, surtout pour le ray tracing etc. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Même si en face chez AMD, pour le même prix, si vous n'êtes pas trop fan des technologies Nvidia, bah forcément vous avez quelque chose d'un peu plus intéressant, notamment à peu près une RX 7900 XT, ou alors justement on avait eu la sortie de la RX 7900 XT GRE, il me semble que c'est ça si je me trompe pas, et du coup là c'était une version un petit peu allégée de la 7900 XT, mais ça restait plutôt pas mal. Mais là du coup dans les mêmes prix on arrive justement à avoir ces deux cartes qui n'ont pas du tout le même niveau de puissance brute. D'un côté on avait du coup Nvidia qui est plus à l'aise de manière générale dans le monde du professionnel, avec en plus de ça des rendus en ray tracing etc. qui sont bien mieux maîtrisés. Et de l'autre côté, on a la puissance brute avec AMD, si jamais tu as envie de juste jouer et kiffer ta vie. Bah basiquement, AMD ils sont plutôt bons pour ça, surtout par rapport au prix auquel ils proposent les cartes, bah forcément c'est plus intéressant pour toi. Et finalement, si on poursuit un petit peu cette année déjà au niveau des cartes graphiques, après on a eu justement chez Nvidia l'arrivée de la 4060 Ti. Je vous invite à aller voir les vidéos, d'un côté on a la 8 Go de chez Zotac qu'on avait testé, et de l'autre côté on avait la 16 Go de chez Asus dans la vidéo des créateurs. Et du coup, ces 4060 Ti, bonne surprise ou mauvaise surprise, mais on a des puces qui sont assez performantes, même si c'est pas la révolution par rapport à la génération précédente, même si on a quand même certaines technologies dont je vais reparler sur ma chaîne qui sont plutôt intéressantes et qu'on a bien sous-estimé dès le début. Et après on va voir justement le côté bus mémoire qui est vraiment bien moins intéressant que ce qu'on avait sur l'ancienne génération, avec des mémoires qui sont revues à la baisse et des bus toujours plus petits. Et chez Nvidia ça a poursuivi sur cette lancée toute l'année avec des cartes qui avaient des bus de plus en plus petits. Déjà c'est dommage parce que ça va se voir directement sur les performances. Et après chez Nvidia on a fini avec la sortie de la 4060, il me semble autour du mois d'août, un truc comme ça. Et là c'était une carte qui était beaucoup moins puissante que les autres et qui consomme surtout rien du tout, hein. Ça c'est vraiment le gros avantage de cette carte, c'est que bon on n'a pas des performances monstrueuses. Même si vous voulez jouer en 1080p, ça tourne largement. Vous pouvez même peut-être commencer un peu la 2K. La 1440p pour les frustrés qui vont me dire que la 2K c'est pas ça. Bref, donc vous pouvez commencer la 1440p. Et sinon, bah on a quand même une carte qui consomme relativement peu, donc bah c'est plutôt intéressant. Et chez AMD, on a eu d'autres sorties aussi plutôt sympas, comme la RX 7800 XT, qui est un peu plus puissante que la 6800 XT. Alors c'est pas une énorme révolution de performance, je trouve, sur ces cartes-là, mais ça a quand même le mérite d'être à peu près au même prix. Donc finalement, si vous aviez le budget pour acheter une 6800 XT, et que vous voulez peut-être prendre une 6... C'est compliqué là, c'est compliqué, il y a trop de noms. Bref, donc c'est pas une énorme révolution cette 7800 XT, mais ça a quand même le mérite d'être quasiment au même prix que la 6800 XT. Donc au final, si vous voulez jouer en 4K et que vous voulez profiter de technologies légèrement plus avancées, bah AMD avec sa 7800 XT, ils ont placé un prix qui est quand même assez intéressant parce que vous gagnez légèrement en performance, elle est plus à l'aise en 4K
et elle profite de l'encodage AV1 par exemple. On pose ça sur la table également pour les gens qui font un peu d'audiovisuel, notamment sur DaVinci. C'est un sujet qui est plutôt intéressant. Même si Nvidia, là, ils ont repris le devant sur DaVinci, mais on en reparle dans ma vidéo. Mais en attendant, sur AMD, ça tourne quand même plutôt bien, donc ça peut être un avantage ici. Et après, on a eu également la sortie de la RX 7700 XT, qui encore une fois n'était pas une grande révolution. Et puis après, on a eu également la RX 7600 XT, vous deviez certainement le savoir. Au niveau des processeurs, par contre, pour aller un petit peu plus vite, là, on va voir des processeurs AMD qui sont sortis. Donc, on a eu la fin de la gamme justement des 7000 avec quelques références de 7000 qui sont sorties. On a eu également l'arrivée des 7800X 3D, 7900X 3D, 7950X 3D. Avec des choix qui sont un peu bizarres, hein, étant donné que le plus intéressant dans tout ça, c'est le 7800X 3D, qui a que des cœurs avec plus de cache, donc forcément dans les jeux ça se voit direct. Excellent choix en tout cas pour AMD d'avoir sorti ce processeur, parce que depuis c'est toujours le meilleur processeur pour jouer. Peu importe la carte graphique que vous allez mettre derrière, c'est le meilleur processeur pour jouer à l'heure actuelle. Donc si tu veux un PC uniquement pour jouer, dirige-toi sur ce processeur tout simplement, parce que c'est le maître. Et d'un autre côté, on va voir ici des processeurs haut de gamme qui sont pas très intéressants, parce que avec la version 3D du 7900 et la version 3D du 7950, on se retrouve ici avec des processeurs qui ont une moitié de processeur en X3D on va dire, et une moitié de processeurs qui bénéficient pas de la technologie. Donc c'est assez aléatoire. En fait, les cœurs qui vont tourner dessus pendant que tu joues, ils vont être plus performants, et les cœurs qui vont pas tourner dessus pendant que tu joues, d'un coup il va y avoir une petite baisse de performance, et ça fait qu'au final c'est tellement mitigé que c'est pas intéressant. Voilà. Après, peut-être que pour les tâches professionnelles, les processeurs avec plus de cache ils s'en sortent un peu mieux. Pour l'instant je me suis pas encore penché sur la question. Après, j'aimerais bien le tester un jour si jamais j'ai moyen d'avoir ces processeurs sous la main. Chez Intel, il y a eu un peu de mouvement quand même, notamment au niveau des laptops. On a eu pas mal de nouveaux processeurs qui sont arrivés. Également au niveau du desktop, on a eu justement la fin des 13e gènes qui sont sortis, le début des 14e gènes qui sont sortis, même si c'est que des 13e gènes revisités, hein. Voilà, il y en a beaucoup qui sont venus râler en disant c'est vraiment nul. Voilà, effectivement, on n'a pas eu grand chose avec cette arrivée. À part que les processeurs, notamment le 14900K, comme c'est comme un 13900KS, on se retrouve avec un processeur qui est un peu plus intéressant pour les overclockers. Et comme on est ici dans une chaîne YouTube qui s'appelle overclocking.com et que les gens font souvent de l'overclocking, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ça les intéressait quand même. Mais la grande partie d'entre vous éventuellement qui ne seraient pas intéressés par ce monde, et finalement ça vous apporte pas grand chose à part un processeur qui peut éventuellement être un peu mieux optimisé avec de l'undervolting, et là vous avez un truc qui consomme encore moins que ce qu'il devait consommer. Sinon on va avoir d'autres technologies qu'on va bientôt tester, notamment avec l'APO. Alors là ça va être en cours de test d'ici quelques jours. La vidéo devrait sortir dans un petit moment parce que bien évidemment je pense que comme d'habitude les tests vont être plus longs que prévu, mais finalement ça sera peut-être intéressant de découvrir tout ça. C'est une technologie qui est censée booster justement l'utilisation du processeur dans vos applications, et c'est censé justement augmenter les performances de celui-ci pour que ton PC qui était déjà incroyablement puissant le devienne encore plus, et que là tu passes la barre des 500 fps sur Fortnite, parce que je pense que la plupart des gens qui vont vouloir utiliser cette technologie, ils vont être à peu près dans ce genre de jeu. Et comme vous devez vous en douter, l'arrivée justement de ces fameux Intel 14e gen, elle s'accompagne avec des nouvelles cartes mères. Donc on a toujours des Z790, mais c'est des refresh. Et est-ce qu'on se contente juste de changer le nom et un petit peu le design, ou est-ce que finalement ils sont allés un petit peu plus loin? Alors évidemment, la plupart des marques ne se sont pas contentées uniquement de révolutionner le design avec toujours plus de RGB et toujours plus de fioritures. On est quand même allé un petit peu plus loin que ça pour la plupart d'entre eux, et on va quand même chercher des pistes un peu plus optimisées pour la communication entre la DDR5 et le processeur. Donc avec ces nouvelles cartes mères qui viennent de débarquer, on va dire que la DDR5 communique mieux que jamais avec votre processeur, et ça va permettre d'atteindre des fréquences encore plus hautes. Et là encore une fois, les overclockers ils sont contents, et puis ça va permettre de supporter encore plus de kits de RAM qui n'étaient pas forcément bien supportés jusqu'à maintenant. Donc même si vous trouvez que cette 14e gen elle est pas intéressante, elle est au moins intéressante dans un truc, c'est que les cartes mères elles ont un peu évolué. Donc si vous cherchez une bonne carte mère, n'hésitez pas à vous diriger sur les derniers refresh qui ont sorti les marques, parce qu'ils seront bien meilleurs en tout cas au niveau de la gestion de la DDR5, parce que DDR4 ça fait longtemps qu'on maîtrise, vous y verrez plus grand chose. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ça, si on parlait de composants qui sont encore plus variés, genre notamment les refroidissants. Au niveau des refroidissements, etc., il y a pas mal de marques qui ont ressorti des nouveaux trucs. On a Deepcool qui ont sorti des nouveaux water cooling, avec notamment les LS720SE que vous avez dû découvrir récemment. On a eu également l'arrivée de la gamme digitale chez Deepcool avec des écrans sur les refroidissements. Après, en parlant d'écran, on a notamment Lianli qui a décidé de péter un câble et de sortir des ventilateurs avec des écrans LCD dessus. Qui a eu cette idée, hein? Peut-être que le mec qui a eu cette idée s'est dit comment vendre un ventilateur qui est déjà cher encore
plus cher, et ben on va mettre des options qui servent à rien dessus, et comme ça les KK Gaming++, et ben ils vont être trop contents de payer un ventilateur 70 €, quoi. Parce que je pense que ça doit être à peu près le prix auquel on peut s'attendre pour ce genre de ventilateur. J'ai pas vu le prix passer, mais je pense qu'on doit pas en être bien loin. Étant donné que la version déjà Infinity++, bon je suis pas un fan de la gamme Lianli, donc je connais pas les références, mais déjà la version plus haut de gamme qui avait que du RGB avec des effets incroyables et tout, c'était déjà un bon 40 € le ventilateur, alors maintenant avec un écran LCD. Et là où ça doit être quand même assez drôle, hein, pour faire encore une fois ma sale langue parce que j'aime bien, c'est que chez Lianli, à mon avis, ils ont rajouté un nouveau câble pour faire ce petit écran LCD. Et ce nouveau câble doit être infâme à câbler sur tous les ventilateurs de votre boîtier. Parce que là, au niveau du câble management, tu dois bien t'amuser. Alors autant ils ont fait un truc adressable et du coup, éventuellement, ça peut être pas trop mal. Évidemment, c'est mon esprit critique qui ressort, mais je pense que effectivement, ça doit pas être... Voilà, Lianli, si jamais vous passez par là et que je me trompe totalement, n'hésitez pas à m'envoyer un pack de ces ventilateurs là avec écran. Comme ça, peut-être que je pourrais changer mon avis dessus. Tu vois, moi, je suis là pour tester. Peut-être que je me trompe et je serais ravi justement de dire je me suis trompé. Lianli ont bien prévu le truc. Et c'est pratique. Voilà, c'est fini pour la parenthèse Lianli. On a Bicoyet qui a refait pas mal de sa gamme, notamment au niveau des alimentations. Ça m'intéresse particulièrement. On a eu la nouvelle Dark Power Pro qui était juste top. On a la nouvelle Pure Power. On a la nouvelle Straight Power. C'est des alims qui sont très intéressantes de manière générale parce qu'elles sont bien conçues, plutôt fiables. Et là, justement, avec l'arrivée des nouvelles normes, c'est des alims qui vont être encore plus fiables parce que les normes sont super exigeantes. Après, on va voir également les nouveaux boîtiers, les nouveaux refroidissements qui sont sympas. Noctua qui ne fait que annoncer des nouveaux refroidissements sans trop montrer le bout de son nez. Donc un jour peut-être qu'on aura une nouvelle gamme chez Noctua, ce sera pas trop mal. D'un autre côté, on a eu Asus qui a renforcé un petit peu son côté boîtier alimentation avec des nouvelles normes également. C'est pas mal, hein, les boîtiers, on a eu des boîtiers ultra haut de gamme chez Asus qui ont fait leur apparition, notamment avec le Hyperion, un truc comme ça. Là, Asus Matrix aussi qui est sorti, tant qu'on en parle. Au niveau de MSI, bah on n'a pas eu grand chose à part quelques nouveaux boîtiers, quelques nouvelles alimentations. Surtout des SSD 5.0 que MSI commence à bien mettre en avant, donc ça a l'air pas mal. Voilà, comme vous aurez compris, cette année, on a eu quand même pas mal de choses. Mais le truc qui a bien changé également, c'est le monde des écrans, parce qu'on arrive ici avec des écrans OLED qui sont de plus en plus accessibles, qui vont devenir presque abordables pour la plupart d'entre vous. C'est faux, ça reste toujours très cher, mais on voit que les prix commencent à diminuer, on voit qu'on se retrouve avec des dalles de moins en moins haut de gamme également pour pouvoir s'adapter à peu près à toutes les bourses, et évidemment on a le mini LED qui fait un peu le même parcours à côté, donc c'est plutôt intéressant. Là où c'est très intéressant également au niveau des écrans, c'est qu'on a eu l'arrivée des écrans QD OLED. Si jamais toutes ces technologies ne vous parlent pas trop, on a une série dédiée aux écrans, n'hésitez pas à aller la voir, vous apprendrez les écrans LCD comment ça fonctionne, les écrans LED comment ça fonctionne, et les écrans QLED comment ça fonctionne, et du coup comment le QD OLED ça fonctionne au final. Le QD OLED c'est le parfait hybride entre le QLED et le OLED, et là vous avez les contrastes absolus, vous avez les couleurs absolues. Donc qu'est-ce qui ferait que cet écran ne puisse pas finir chez vous finalement? Peut-être le prix, mais bon, est-ce que finalement le prix c'est vraiment un problème dans la vie de tous les jours? Qui n'a pas envie de mettre 2 SMIC dans son écran de PC? Je ne sais pas, moi tout de suite je vois l'écran, peut-être que je pourrais avoir cet écran, mais il y a d'autres dépenses à côté qui sont plus importantes que le rendu que vous avez à l'écran quoi. Mais franchement c'est des technologies qui sont super intéressantes en tout cas, et qui vraiment vous procurent une sensation d'utilisation qui est assez inédite, hein, j'ai envie de vous dire, inédite. Je suis pas vendeur, mais pour moi personnellement je trouve que c'est des technologies qui sont très intéressantes. Voilà, on a fait à peu près tout le tour du marché, on s'est pas trop attardé au niveau de tous les périphériques, parce que déjà c'est un domaine que je maîtrise pas, c'était juste pour vous faire un petit peu un récapitulatif de tout ce qui était sorti, et comme ça peut peut-être vous rappeler des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, des frustrations que vous avez eues quand vous avez vu le prix des nouvelles cartes graphiques et vous êtes dit mais moi je voulais changer de PC mais finalement je dois attendre encore 10 ans. C'est possible, mais comme ça on se remémore tous ces mauvais souvenirs tous ensemble autour de cette vidéo. Et n'hésite pas également à te remémorer encore tous ces mauvais souvenirs avec la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne, et que du coup comme je t'ai dit, je t'ai mis là-haut tout à l'heure, et puis le lien sera en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à t'abonner si c'est pas encore fait. C'était Azertes d'Overclocking.com et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.